Bien, revenons sur les risques naturels majeurs dans cette toute dernière vidéo concernant les risques naturels majeurs. Donc, vous aviez quelques documents à analyser sur la vidéo précédente. Donc, je vous ai dit que nous reviendrons dessus dans une séquence de questions-réponses. Et puis, dans cette même séquence de questions-réponses, je veux que vous ayez, avant bien sûr cette séquence de questions-réponses, analysé quelques documents concernant le devenir de l'eau de pluie. Donc ici, vous avez une partie du cycle de l'eau qui est représentée. Donc vous avez un champ qui est représenté. Dans ce champ, on a par exemple un arbre. Et donc, en fait, vous allez avoir une précipitation. Et que va devenir cette eau? Donc cette eau, elle va être en partie, elle va ruisseler pour aller ailleurs, elle va s'exporter. Vous avez une partie de l'eau qui va s'infiltrer profondément dans les sols. Et puis vous avez une partie de l'eau qui est dans les sols qui va s'évaporer. Et enfin, vous avez une partie d'eau qui va être utilisée par les plantes pour notre sève brute dont on avait parlé. Et puis, une partie de cette eau va être transpirée par nos plantes. Donc, l'évaporation ici et la transpiration ici, ce sont donc des sorties d'eau. C'est ce qu'on va appeler l'évapotranspiration. Donc, bilan, le volume global de précipitation ici, le volume V, eh bien, il va se répartir en évapotranspiration, donc V1, en ruissellement, V2, et puis toute une partie qui va rester au niveau des sols, V3. Je vais vous demander d'analyser les documents suivants. Le premier document vous parle de l'évapotranspiration, donc vous l'analysez, on en rediscutera. Le deuxième document va toujours parler de cette problématique d'évapotranspiration sur différents types de sols selon la saison. Donc vous avez on va dire rouge-marron le sol nu, en bleu un plan d'eau et en vert un gazon. Je vous laisse faire cette analyse, on en rediscutera bientôt. Nouveau document que vous analyserez aussi. Donc ici, vous avez deux courbes, l'évapotranspiration et la précipitation. Et puis, en abscisse, vous avez les mois. Donc nous rediscuterons de votre analyse dans notre séquence de questions-réponses. Autre document analysé, ici, vous avez en abscisse le temps, en ordonnée la hauteur d'eau. Souvenez-vous de ce qu'est la hauteur d'eau, on avait vu ça au niveau de la loi de Darcy. Donc vous avez ici trois courbes, en vert sol couvert, en marron sol nu, et puis en bleu la pluie. Poursuivons sur les documents qu'il va vous falloir analyser. Ici vous avez le pourcentage de ruissellement et d'infiltration en fonction du couvert végétal. Et enfin, un dernier document concernant le compactage par des engins agricoles. Donc vous avez ici une photo, en lien bien sûr avec le graphique que je vous présente ici. Sur ce graphique, vous avez en abscisse les heures, et puis en ordonnée, vous avez en fait deux ordonnées. Première ordonnée, vous avez l'intensité du ruissellement, qui se trouve ici. Deuxième donnée, vous avez l'intensité des précipitations qui se trouve ici. Donc cette deuxième donnée concerne l'intensité des pluies. Et cette deuxième ordonnée, excusez-moi, et cette première ordonnée ici concerne ici le ruissellement au niveau soit des traces de roues, soit en dehors des traces de roues. Donc pointillé, c'est hors des traces de roues, et en très plein, c'est dans les traces de roues.
je vous laisse analyser cet hydrogramme. Donc tous les documents que vous avez analysés, bien sûr, je vous demande d'être précis dans votre analyse. Donc c'est toujours une observation, d'accord, une analyse dans laquelle je veux avoir une interprétation. Bien sûr, vous pouvez remettre en lien l'ensemble de ces documents pour me faire une interprétation, une conclusion globale. Bien, nous en reparlerons très bientôt. Alors je voudrais maintenant faire une conclusion sur les risques naturels majeurs. Je voudrais au final faire cette conclusion plutôt par des questionnements. Premier questionnement, je voudrais savoir si vous seriez capable, en fait, avec ce que l'on a vu, de me répondre à ce questionnement-là, en quoi les fortes chaleurs augmentent le risque d'inondation. J'aimerais aussi que vous soyez capable de faire le lien entre le réchauffement climatique et la précipitation. Donc pour cela, il faudra que vous vous référiez au cycle de l'eau. J'aimerais aussi que vous soyez capable de m'expliquer en quoi la neutralité carbone limiterait les inondations et leur impact. N'hésitez pas pour cela à regarder ce qu'est la compensation carbone. N'hésitez pas aussi pour cela à aller sur Futura Science, sur ce lien-là que je vous cite ici. Vous avez un certain nombre de réponses à cette question. Alors je voudrais que vous répondiez à ces questions, parce que si vous êtes capable de répondre à ces questions, c'est que vous avez à peu près pigé ce que j'ai voulu vous raconter, et puis que vous avez compris votre contexte de réflexion que vous devez avoir en HSE. Et d'une manière plus générale, pour conclure sur l'écologie et les risques naturels majeurs, à ce niveau de votre travail, vous devriez être capable de discuter des questions suivantes. Les écosystèmes peuvent-ils faire face à ce changement climatique rapide? Vous devriez être capable de parler aussi de l'évolution pour comprendre si le comportement permettra à toutes les espèces de s'adapter. J'aimerais aussi que vous soyez capable de me répondre à la question suivante. Que pensez-vous de l'argument suivant? L'homme s'adaptera de toute façon. Alors ici, je vous ai cité, et je vous conseille d'y aller aussi, je vous fournis un site internet ici qui est très intéressant sur cette problématique notamment. Et donc, quand vous aurez lu ça, vous comprendrez que globalement, actuellement, on est dans un autre temps que celui dont nous parle cet article-là, un autre temps avec de nouveaux risques. Et parmi ces nouveaux risques, il y a beaucoup de risques qui sont provoqués par l'homme au final. Des risques provoqués par l'homme et certains d'entre eux, comme l'eau douce. L'eau douce, ça va être une sacrée problématique dans les années à venir. Et cette eau douce, c'est une vraie richesse qu'on ignore quand on ouvre simplement notre robinet. On oublie que c'est une richesse absolue, cette eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et en fait, elle peut être source de conflits internationaux dans les années à venir. Alors pour finir, je voudrais revenir sur mes amis climato-sceptiques. Et donc j'aimerais que ce cours, que votre réflexion, que vos lectures vous permettent de ne pas tomber dans ce panneau du climato-sceptisme et de l'obscurantisme en tout genre en général. Alors je voudrais vous citer quelques petites choses, et notamment j'aimerais que vous lisiez cet article qui est très intéressant sur ce sujet et sur la motivation de certains, parce que c'est toujours une question que je me pose: comment est-ce que des scientifiques, somme toute intelligents, reconnus, peuvent tomber dans cette caricature du climato-sceptisme ou dans cette caricature de l'anti-vaccin ou de l'anti-évolution. Voilà, c'est des choses qui sont assez étonnantes. On a peut-être un début de réponse dans cet article, je vous laisse le lire. Et puis, pour aller plus loin, toujours sur cette problématique de l'ignorance, où au final, certains profitent de cette ignorance pour tenter de devenir quelqu'un d'important dans les débats, sur Internet, de faire le buzz. Et donc,
je vous propose de lire ce petit article à nouveau, qui est très très intéressant sur cette notion d'ignorance. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce cours, c'est de vous donner quelques clés pour être un petit peu moins ignorant sur cette problématique de l'environnement. Alors rassurez-vous, on est tous ignorants sur plein de domaines, mais je pense que c'est très très important d'être le moins ignorant possible sur cette problématique de l'environnement et de la santé, parce qu'il y a pas mal de charlatans qui vous racontent un peu n'importe quoi et, euh, et qui sont, bah, sincèrement, qui, euh, qui, qui empêchent d'avancer aussi vite qu'on pourrait, qui au final, par leur discours, vont faire quoi? Eh ben, vont essayer au final de déculpabiliser les gens, de rassurer les gens en disant ne vous inquiétez pas, continuez à vivre tel que vous vivez, consommez autant de pétrole que vous le voulez, ne vous confinez pas, ne vous vaccinez pas, continuez à vivre normalement, on vous raconte des bêtises. Euh, donc bon, il se pose vraiment en sauveur, comme je vous l'ai déjà dit. Moins on est ignorant, moins on tombe dans le panneau. Et je voudrais finir par un dernier concept. Vous vous doutez bien que les planètes Terre, on n'en a qu'une. Donc vous pouvez aller en chercher plus loin dans notre univers. Vous savez qu'en fait, il y a un certain nombre de planètes qui sont susceptibles de permettre la vie. Peut-être qu'il y a de la vie d'ailleurs ailleurs. Alors seulement pour amener tout le monde là-bas, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Ça va pas être comme aller passer quelques vacances dans les Pyrénées ou en Méditerranée ou dans notre belle Bretagne. Non, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Donc on doit partir du principe que de toute façon on n'a qu'une seule planète et que cette planète elle a ses limites et ses acceptations. Et donc il y a un concept qui s'appelle le concept de limite planétaire. Je vous laisse regarder quel est ce concept, mais bien entendu il est absolument logique. Et en fait ce concept ressort un certain nombre d'indicateurs pour voir un petit peu où on en est sur la santé de notre planète, on va dire. Mais la santé de notre humanité surtout, parce que notre planète, elle continuera sans nous. D'autres espèces existeront même après nous. Donc, est-ce qu'on doit sauver la planète ou est-ce qu'on doit sauver au final notre humanité? Est-ce qu'on doit sauver notre manière de vivre actuellement et nous permettre de poursuivre notre petit chemin sur cette planète? Et donc, vous verrez que il y a un certain nombre de limites planétaires et que malheureusement, sur les 9 limites planétaires, eh ben, il y en a un certain nombre qui sont dépassées actuellement. Donc il va falloir revenir sous ces limites pour pouvoir permettre aux générations futures de vivre convenablement. Et donc cette notion de génération future, ça vous ramène au développement durable. Alors j'espère que vous continuerez à vous intéresser à l'environnement. En tout cas, c'est un domaine qui est passionnant, qui est sans limite, qui est troublant, mais qui vaut vraiment le coup ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser, et puis ça vaut vraiment le coup de faire des efforts pour éviter d'abîmer trop notre environnement. À très bientôt.